Bonjour Julia, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va bien. Alors Julia, tu es product manager à La Ruche Kiwi, C'est ça. voilà. Et tu occupes ce poste depuis combien de temps? Depuis un an, ça fait depuis je suis arrivée en janvier à La Ruche. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous décrire un petit peu ce que fait La Ruche Kiwi? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pour qui c'est intéressant? À qui ça s'adresse? Combien ça coûte? Tout ça, Oui, alors, je note tes questions en même temps. En fait, La Ruche Kiwi, c'est une plateforme de circuits courts en ligne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les circuits courts, finalement, c'est cette approche qui dit qu'il faut permettre aux consommateurs d'acheter directement ses produits alimentaires aux producteurs. Donc il y a à la fois cette notion de plus d'intermédiaire ou au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et également, circuit court, ça fait référence à la localité. C'est pouvoir acheter non seulement en direct à un producteur, mais également à un producteur qui produit près de chez toi. quoi. Ok. Et nous, en fait, à La Ruche, on essaye de permettre ça en permettant à des personnes d'organiser leur marché éphémère de produits en direct du producteur. Donc je te raconte un petit peu comment ça se passe. En fait, il y a un porteur de projet qui va être un responsable de ruche qui va recruter finalement une équipe de producteurs et également une communauté on appelle ça des membres, de consommateurs. Et donc à travers notre interface, les membres de cette communauté vont pouvoir faire leurs commandes à cette équipe de producteurs. C'est un marché éphémère qui marche à travers finalement de la commande en avance des membres. Donc ce marché, en fait, il a une date, une heure et un lieu qu'on appelle lieu de distribution. Ok. Donc par exemple, Johan, toi, tu vas être, peut-être que tu vis dans le 20e, donc tu vas t'inscrire dans la ruche des Pères Populaires, près de Nation, pardon, dans le 11e, et tu vas passer ta commande le jeudi soir. Ouais. Tu vas pouvoir avoir accès au catalogue des produits des producteurs qui sont là. Tu valides ton panier, tu le payes, et le samedi matin, tu pourras aller récupérer ta commande à 10h au Café des Pères Populaires, parce que c'est là qu'a lieu la distribution. Ok. Donc en fait, la particularité de notre produit, c'est qu'il s'adresse en fait à trois types d'utilisateurs: le consommateur, le membre, le producteur, qui puisse mettre ses produits en ligne, avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir apporter les produits à la distribution, et le responsable de ruche, qui est cette personne indépendante qui anime localement en fait une communauté de personnes qui s'intéressent au circuit court alimentaire, aussi bien producteur que membre. Donc vous, finalement, le mot place de marché prend tout son sens dans votre activité, puisque c'est réellement ça que ça fait. Vous êtes une place de marché tripartite entre ces trois rôles-là, et vous êtes un petit peu un B2B, tout-ci. Ouais, un peu. En Ok. fait, on est une place de marché, mais on est surtout une place de marché décentralisée. D'accord. C'est-à-dire qu'on permet à on permet à un réseau d'indépendants d'avoir leur propre mini plage de marché. Ok. Est-ce qu'il y a des limites en termes de géographie? Vous n'allez pas autoriser des producteurs à plus de tant de kilomètres ou des choses comme ça? Ouais. Donc comme enfin, le locavorisme, c'est quand même au cœur de nos valeurs. Il y a une limite de 250 km pour sourcer les produits. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est beaucoup plus court que ça. Globalement, il y a une distance moyenne de 40 km par ruche. Mais bon, pour certains produits et pour certaines localisations, par exemple Paris, c'est très compliqué de trouver des producteurs qui produisent localement. Donc il y a cette limite qui est aussi grande que ça. On tolère quelques exceptions aussi pour des événementiels. Là, par exemple, c'est Noël. Donc on permet en fait aux ruches, comme ça qu'on les appelle, et aux responsables de ruches, de sourcer ponctuellement des producteurs à plus de 250 km pour avoir accès à des produits plus festifs, pour qu'il puisse y avoir du foie gras et des huîtres dans les ruches de Paris, par exemple. Oui. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes à quel stage dans le développement de la ruche Kiwi? Ça a commencé quand? Vous êtes combien de salariés? Vous avez combien d'utilisateurs? Pour donner un petit peu une dimension aux gens qui regardent la vidéo, de savoir quelle taille fait la ruche Kiwi. Alors, on a commencé il y a 5 ans. Maintenant, on est dans plusieurs pays. Alors, on est en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Hollande, en Suisse, en Allemagne. Donc voilà, on est un réseau qui est européen. Il y a presque 1000 ruches maintenant. Il y a plus de 6000 producteurs dans le réseau. Et en membres, je te reconfirmerai les chiffres, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok, très bien. Et du coup, c'est quelque chose qui a été difficile en termes de croissance au début et qui petit à petit devient exponentiel, ou non, ça a toujours eu une croissance très forte dès le départ? Je dirais qu'il y a
crois qu'il y a eu une croissance, j'étais pas encore là, mais si je me souviens bien, je crois qu'il y a eu une croissance très forte à un moment où on a eu beaucoup où il y a eu un intérêt finalement de la part des consommateurs en général, du public quoi, autour des circuits courts, liés un peu au scandale alimentaire et à toutes ces préoccupations. Puis on a eu du coup, il y a eu pas mal de reportages, il y a eu entre autres un Capital sur tout ce qui est la nourriture en circuit court. Donc là on a eu une bonne croissance qui était liée à ces choses-là, et maintenant on a aussi une croissance qui est drivée par les nouveaux pays dans lesquels s'installe la ruche clinique. Ok, très bien. Du coup, si tu es d'accord, on va parler un petit peu de toi maintenant. Donc du coup, ça fait 1 an que tu es à la ruche Kiwi. Auparavant, tu as eu d'autres expériences. Quelles ont été les expériences qui ont été les plus, on va dire, percutantes par rapport à ton activité aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton métier au quotidien? Oui, alors moi avant de travailler à la ruche, j'ai travaillé chez Amazon en D'accord. Espagne. Donc, je faisais de la supply chain chez eux pour le lancement, enfin c'était mettre en place toutes les process logistiques pour le lancement d'Amazon en Espagne. Et à part ça, c'était un peu ma seule expérience professionnelle. J'ai fait quelques stages avant, Ok. etc. Mais je dirais qu'il y a deux choses qui m'aident. J'ai une formation d'ingénieur. Ok. Je pense que ça c'est pas mal. J'ai l'impression que le métier de product manager, c'est beaucoup de la coordination de projet, de l'organisation, de la priorisation de tâches, de la compréhension de modèles complexes. Donc tout ça, j'ai l'impression que ma formation m'a bien aidé, et que derrière mon expérience chez Amazon a aussi été extrêmement formatrice là-dessus. Je crois que dans mon cas particulier, je suis product manager, donc j'ai à la fois il y a besoin d'avoir des compétences métiers, mais moi je suis rentrée aussi sur une compétence secteur. Mhm. Je suis spécialisée sur les thématiques logistiques, Ouais. qui sont assez clés dans les circuits courts alimentaires. Et donc en ça, je crois qu'il y a quelque chose d'avoir travaillé dans la supply chain d'Amazon qui est intéressante. Et comme c'est de la logistique de circuits courts avec des producteurs, avec des agriculteurs, ma formation, en fait, je suis ingénieur agronome. Ma formation, ma connaissance connaissance relative du milieu agricole aide aussi là-dessus. Ok. Donc effectivement, genre, on n'a pas parlé de cette dimension gestion logistique des produits agro, qui sont des produits avec des dates de consommation plus ou moins courtes, qui il y a toute la problématique de la fragilité, ça se stocke pas aussi bien que des cartons avec des livres dedans, comme peut avoir Amazon en masse. Euh, donc toi, tu es, on va dire, product manager euh, du produit La Ruche Kiwi en ligne, mais surtout de la partie logistique, c'est ça? Ouais. Combien vous êtes de product manager éventuellement à La Ruche Kiwi? Comment ça se structure? Est-ce que vous vous répartissez les choses par métier, de manière transverse? Comment vous êtes organisé chez vous globalement, si tu peux en toucher 2 mots? Ouais, en fait, on est 7 product managers répartis en 4 équipes, et chaque équipe est en fait en charge garante d'une thématique. Donc, il y a la logistique, je pense que j'en reparlerai plus tard. Voilà. Il y a tout ce qui est qualité, il y a ce qui est community, parce que nous, en fait, on est un réseau de communautés interconnectées entre elles. Et la dernière, c'est commerce. Ok. Comme tu disais, on est aussi une plateforme, une espèce de marketplace décentralisée. Donc chaque équipe s'occupe de ça, et il y a 1 à 2 product managers par équipe euh, qui sont en charge de ces différentes thématiques. Ok. Et donc vous êtes répartis en 4 équipes comme ça. Toi, donc tu es sur la partie logistique. Du coup, tu travailles avec quel genre d'autres personnes dans ton équipe? Quels sont les autres profils avec qui tu travailles? Avec, j'imagine, pas forcément beaucoup de designers, peut-être un peu de développeurs, d'autres métiers encore? Ouais, alors à la ruche, pour le coup, les designers sont extrêmement importants et extrêmement intégrés dans les équipes. Donc nous, les équipes, on les a appelées les squids, en D'accord. référence à Spotify. Donc dans une équipe, il y a généralement 2, 3 à 4 développeurs front et back, un designer qui fait à la fois UX et UI. Maintenant, on a aussi un data scientist, Ok. un ou une data scientist dans chaque équipe, et 1 à 2 product managers, donc qui peuvent avoir un rôle plus ou moins technique finalement dans ces, dans ces squads. Et je crois que j'oublie rien. Donc Ok. on essaye vraiment d'avoir des équipes pluricompétentes pour pouvoir réfléchir tous ensemble à les fonctionnalités qu'on veut développer, comment on veut travailler, etc. Et pour le coup, l'approche design est quelque chose de central chez nous.
D'accord. Et donc du coup, c'est le métier du design qui est à l'origine d'une nouvelle fonctionnalité, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle résolution de problème, ou c'est plutôt côté produit, ou c'est encore côté développement, ou c'est impulsé par la direction? Comment ça se passe? D'où part, on va dire, un ajout, une modification, une suppression d'une feature ou, En fait, nous, on s'est organisé en squid aussi parce qu'on pense que chaque personne de l'équipe a quelque chose à apporter sur les idées de nouvelles fonctionnalités, sur comment détecter les problèmes, comment y répondre, etc. Donc on essaye vraiment que toute l'équipe soit embarquée finalement dans cette détection de problèmes, solutions, etc. Donc généralement c'est des bons binômes PM design qui arrivent ensemble, mais ce qu'on essaye d'éviter à tout prix, c'est d'avoir un PM qui fait un gros travail en amont de recherche, de débroussaillage, etc. On essaye d'avoir au minimum les designers et au mieux le reste de l'équipe, c'est-à-dire data scientists et développeurs, qui sont impliqués très en amont dans le travail. Et c'est intéressant pour une boîte comme la nôtre parce que finalement, au-delà de la compétence métier de chacun, il y a une connaissance du réseau et une connaissance de la plateforme qui est nécessaire en fait pour pouvoir appréhender les problèmes. D'accord. Et du coup, peu importe le métier, il y a une connaissance suffisamment grande du produit, de la plateforme en elle-même, pour pouvoir arriver avec des idées, avec des propositions, etc. Et puis partir là-dessus. Ouais, alors ça se fait pas, c'est pas j'ai une idée, faisons ça. Ouais. Mais disons que chacun peut apporter des idées sur ce qui va être fait, quoi. On a quand même un process assez cadré de comment on recueille les feedbacks, Alors comment justement, on est-ce que tu arrive peux à nous avoir. décrire ce process un petit peu? Ouais. Si c'est possible. Ouais, nous, je peux parler pour la logistique, hein, le truc qui est compliqué, c'est que par exemple, un de nos trois utilisateurs, c'est les producteurs, les agriculteurs. Donc c'est pas quelque chose où on arrive à avoir une proximité où c'est aussi facile que ça d'être en contact avec eux. Il faut savoir que les agriculteurs travaillent beaucoup et qu'ils ont un temps limité à dédier finalement Oui. à la recherche utilisateur. Donc on a plusieurs manières d'avoir. Vous pouvez court-circuiter un petit peu le directeur de la ruche locale et aller voir directement les producteurs? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, parce que en fait, les producteurs généralement participent à plusieurs ruches et avant de rentrer dans une ruche locale, il faut qu'ils s'inscrivent sur la plateforme et nous, on a tout un process de validation pour vérifier qu'ils ont leurs papiers en règle, etc. Enfin, c'est la première barrière de qualité, en fait, elle est centralisée, elle est assurée par le site. Et donc, les différentes, la récolte du feedback, elle peut se faire de différentes manières. En fait, on a aussi des équipes opérationnelles qui sont dans les différentes régions et qui sont en charge de l'animation du réseau, aussi bien du réseau des responsables de ruche que du réseau de producteurs. Donc ça, c'est une première source de feedback et de contact permanent avec le terrain qui nous arrive. On a également tout ce qui est support, tickets faits sur notre plateforme, etc., qui est une deuxième source. On a nous-mêmes, en tant que PM et en tant que membre de l'équipe produit, intérêt à passer du temps sur le terrain pour comprendre ce qui se passe, sur le terrain et ailleurs d'ailleurs, pour vraiment essayer d'appréhender la globalité des problèmes liés à la plateforme. On a aussi une équipe de UX researchers. Je ne sais pas s'il y a ça beaucoup dans les autres startups. Donc c'est parcours, il y a 2 personnes à la ruche qui font partie de l'équipe design et qui sont en charge vraiment d'aller analyser sur le terrain les problèmes et en général d'appréhender la réalité des utilisateurs. Okay. Et enfin, on a un dernier outil qui s'appelle Feedback Gathering, qui permet à chaque personne au sein de la ruche, en interne, de soumettre les problèmes qui sont rencontrés sur le site pour que on soit sûr que le produit les adresse. Donc en fait, on a toute cette multitude de retours utilisateurs et même sans que ça soit des retours, finalement, de détection de problèmes utilisateurs et de terrain à améliorer, que nous, ensuite, chaque squid est en charge de hiérarchiser, normaliser, typifier, regrouper, etc., pour pouvoir détecter qu'est-ce que c'est les choses à faire. Sachant que ça, il faut l'articuler pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut l'articuler également avec la vision que tu as de ton produit, comment tu le vois évoluer, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que c'est ta vision de produit, quoi. Le projet d'entreprise. Voilà.
Ok. Et du coup, comment, justement, une des problématiques, je pense, récurrentes et omniprésentes dans toutes les équipes produits, que ce soit des squids, des swarms, etc., c'est un petit peu de prioriser, de dire par quoi on commence, quel est le plus important, et puis si on est déjà sur quelque chose, mais qu'il y a quelque chose d'encore plus important qui arrive, comment on priorise ça? Est-ce que vous avez, on va dire, quelque chose de clé en main, ou vous faites un petit peu selon le contexte, selon les délais, quels sont les critères qui vous permettent d'organiser un petit peu votre travail et de dire, bon, bah, on va faire ça d'abord et puis on verra ça après. Et l'articulation par rapport à la roadmap, on va dire, la vision d'entreprise, comment ça s'articule? Alors nous, l'organisation Squid comme ça, c'est un truc, quand même, ça fait 1 ou 2 mois qu'on est en train, qu'on l'a lancé, hein. Donc on est toujours en train de s'acclimater à ça. Mais globalement, pour l'instant, c'est chaque Squid qui est responsable de l'établissement de sa roadmap. Donc il peut choisir chacun peut choisir sa priorisation, etc. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est consulter finalement toutes les parties prenantes qui sont intéressées par ça. Donc on doit discuter avec les équipes opérationnelles, on doit discuter avec les équipes internationales, on doit discuter avec le support, on doit repasser les feedbacks, etc. Et ensuite, on doit discuter aussi avec les managers, etc. etc. Euh, Également, on a une équipe stratégique, voilà, qui est aussi là. Mais en fait, on part du principe que une personne ou une équipe qui a en tête finalement toutes les différentes priorités, problèmes, etc. de l'entreprise sera capable, elle, de déterminer sa priorisation si elle a tout en tête. Ok. Ensuite, ce qu'on a après, il peut y avoir des choses qui sont une priorité pour l'équipe. Enfin, tu vois, par exemple, moi, la logistique, voilà, je peux avoir ma propre priorité. Et au-dessus, il va y avoir ce qu'on appelle des focus, qui sont en fait des groupes au sein de l'entreprise qui sont là pour dire quelles sont les priorités de cette année. Par exemple, on peut avoir un focus qui est croissance et du coup, on va dire voilà qu'est-ce que c'est notre objectif. On va dire que cette année, le plus important, c'est de faire de la croissance. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans votre roadmap comment vous allez vous relier à ça? Et donc voilà, au-dessus des scripts qui sont rangés par thématique, il va y avoir des focus qui sont rangés par objectifs et qui vont aussi influer sur la roadmap des équipes. Mais cette roadmap, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que les squids soient les plus autonomes possibles, mais qu'à la fois, elles aient toutes les cartes en main pour pouvoir déterminer la priorisation qui est la plus urgente. Ok. Bon, du coup, ça a l'air de bien se passer ces premiers mois de Squid et. Ouais, c'est assez bien cette autonomie des équipes et cette espèce de libre détermination, Ok. mais pas à l'aveugle, quoi. Ouais. Cette libre détermination en ayant vraiment toutes les cartes en main pour savoir qu'est-ce qui est le plus important. Je crois que, en fait, une fois que tu as la vision produit, que tu comprends un petit peu ce que c'est la stratégie d'équipe, que tu as la connaissance terrain et qu'en plus tu as ces objectifs, ces focus qui sont en tête, effectivement, c'est plus facile pour toi de savoir qu'est-ce que tu dois faire à quel moment. Ok, très bien. Et alors du coup, moi, c'est un produit que je connais pas, hein, pour ainsi dire. D'une, je suis pas utilisateur. De deux, je vis pas les choses en interne comme toi. Mais Tu as là, tort. comment? Tu as tort, tu Je vais le devrais commander devenir. à la ruche. Je vais le devenir. Là, ça donne vraiment envie en tout cas. Mais ce que je voulais dire, c'est dans ces produits un petit peu où il y a trois niveaux, on va dire, de cascading entre le directeur de la ruche, les producteurs, les consommateurs, des flux réels dont tu parles, la logistique de tous ces produits, plus une dimension internationale assez forte, assez complexe, sachant que la nourriture, c'est un aspect culturel super important dans, on va dire, la vie et les différentes cultures. Comment vous arrivez à gérer, on va dire, facilement tous ces niveaux de complexité, ou facilement ou pas facilement d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que vous réglez d'abord les choses de manière, on va dire, globale, et puis après vous allez dans le détail et vous avez un regard local sur les choses? Voilà, ma question c'est plus, est-ce que la dimension internationale, le multilinguisme, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vient un petit peu complexifier énormément les choses, ou pas tant que ça finalement? En fait, c'est assez particulier finalement parce qu'on a une plateforme presque qui s'adapte aux besoins locaux. On est une plateforme décentralisée, donc finalement chaque ruche a un peu sa couleur, sa particularité. En plus de ça,
vas voir, les problématiques en Bretagne ne sont pas les mêmes que les problématiques dans le sud-ouest, par exemple. C'est ça. Et pourtant, toi, quand tu prends une décision logistique, ça va être impacté sur tout le monde. Ben, ce que je vais faire, quand je prends une décision logistique, quand je développe, quand on choisit de répondre de telle manière à un problème identifié, on va, en fait, tu peux soit penser une fonctionnalité qui va être propre à un territoire, soit tu vas te dire ça va être pour tous les pays ensemble. On va quand même plutôt essayer de faire quelque chose qui soit pour tous les pays ensemble, hein, parce qu'on ne peut pas être dans la micro-solution. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester, on va le itérer sur un territoire test, et ensuite on le déploiera peu à peu à d'autres territoires. Ensuite, si on doit aller dans d'autres pays, on va passer par tout le système de traduction, d'adaptation, etc. Il y a aussi des adaptations qui peuvent être réglementaires, de langue, etc. Pour déployer petit à petit dans tous les territoires donnés. Mais en fait, ce qu'on ne fera jamais, ça serait penser une feature centralement et la déployer à tout le monde. Parce qu'on a extrêmement conscience de la particularité et des besoins, des mini-besoins d'adaptation qui peuvent aller d'un endroit à l'autre. Et parfois, c'est des besoins d'adaptation en fait, qui coûtent rien ou presque rien en technologie. Mais le fait de les avoir anticipés, ça permettra qu'une fonctionnalité sera bien reçue, que ce sera vraiment quelque chose qui va aider à solutionner des problèmes et pas une espèce de nouvelle couche qu'on ajoute sur la plateforme et qui ne sert à personne, quoi. Donc en fait, je crois que c'est presque notre cœur de métier aussi de dealer avec la particularité de chacun. Et notre gros challenge, c'est d'arriver à faire justement des fonctionnalités centrales, c'est-à-dire qui soient générales à tout le monde, mais qui soient adaptables, qui soient adaptées justement à la diversité des besoins. Et ça, c'est quand même ça qui fait que c'est extrêmement intéressant, quoi. La diversité des territoires, la diversité de nos utilisateurs, ça fait que les fonctionnalités qu'on pense sont complexes finalement, sont complexes dans leur élaboration et dans les problèmes auxquels elles répondent, mais qu'en même temps elles doivent être extrêmement simples. Parce qu'en fait, si tu veux qu'une fonctionnalité elle marche bien aussi bien en France qu'en Italie, tu as intérêt à ce qu'elle soit simple d'utilisation et complexe en création, quoi. Ok. Du coup, toujours sur la thématique de la complexité, est-ce que vous avez, on va dire, différents niveaux d'écriture et de préparation des specs, des wireframes, des maquettes, ou de tous les livrables que vous êtes amené à préparer pour sortir une fonctionnalité? Est-ce que vous avez quelque chose d'assez complexe, typiquement Epic, feature, user story, etc. Ou non, quelque chose d'assez réduit? Comment vous avez hiérarchisé tout ça? Alors en fait, on s'est rendu compte que il y a différents types en fait, de fonctionnalités que tu peux développer sur quelque chose. Il peut y avoir des fois où tu as un espèce de sujet que tu as l'impression qui est mini, mais en fait que tu vas redécouper. Donc généralement, quand on s'attaque à un problème ou un thème, au début, on voit quelque chose de global et qui pourrait peut-être n'être qu'une seule fonctionnalité. Et au fur et à mesure qu'on creuse dedans, on essaiera au maximum de le redécouper en sous-fonctionnalités qui peuvent être indépendantes les unes des autres. Mais parfois on n'arrive pas à ça. Parfois, il y a une fonctionnalité qui effectivement tient dans une seule chose. Alors pour ce qui est du découpage en user story, généralement, généralement on a un thème qu'on sous-découpe en sous-features, et ces features-là peuvent être redécoupées en user story, mais finalement, le découpage en user story, c'est presque pour aider c'est pour permettre le découpage côté dev, quoi, ouais. Pour le code, mais vraiment c'est plutôt à l'échelle de la fonctionnalité, quoi, okay, qu'on réfléchit. Et on peut avoir des fonctionnalités qui soient lourdes, quoi, qui soient des grosses fonctionnalités. Et on peut aussi avoir des fonctionnalités qui sont très rapides, sur lesquelles on peut itérer, sur lesquelles qu'on peut mettre rapidement en production, etc. Encore une fois, c'est souple. Oui, en fait, c'est souple aussi parce qu'on est encore aussi en train de mettre en place nos techniques et nos méthodologies. Et même si on essaye d'avoir le plus d'échanges horizontal possible entre les différents squads, on veut aussi laisser chaque squad travailler de la manière qui lui convient mieux. En fait, il y a des développeurs qui ont besoin, par exemple, d'avoir un sous-découpage hyper précis, une priorisation des tâches extrêmement cadrée, quoi. Et il y a des développeurs qui préfèrent travailler dans un truc avec plus de marge de manœuvre. Et je crois que c'est ça la force d'avoir des équipes autonomes, c'est d'avoir accès à différentes méthodologies et de pouvoir implémenter celle qui te convient mieux dans chaque équipe. D'accord. Et du coup, par exemple dans la tienne, au niveau de la préparation et du travail préalable, vous allez jusqu'à rédiger des tests BDD par exemple, des choses comme ça, ou non, on va dire qu'il y a une scission claire entre la partie métier produit et puis la partie développement, et il y a une personne qui est plus product manager et une qui est plus product owner. Comment ça se passe? Ouais, alors pour la logistique, on a
est deux PM, donc un qui est plus product, pour moi product owner c'est qui s'occupe plus d'accompagner le travail de développement, et product manager qui fait un peu le travail en amont. Donc on a théoriquement on a un peu cette séparation là des rôles, mais pour ce qui est du test, développer des wireframes, les tester auprès des utilisateurs, itérer sur les wireframes, les retester, etc. En fait, tout le monde est impliqué dès cette étape parce qu'on veut que les devs comprennent effectivement la fonctionnalité qu'il est en train de faire. En fait, à partir du moment où tu inclus les équipes techniques extrêmement en amont, en fait, tu es capable de lever beaucoup de barrières qui peuvent être techniques. Tu peux aussi te rendre compte que toi-même en tant que PM, et parce que j'ai pas la connaissance technique la plus poussée du monde, je me mets moi-même des barrières sur ce que pourrait être le produit, alors que s'il y a un développeur qui met son étain et dit franchement ça on pourrait le faire, ça coûterait presque rien en développement et ça apporterait telle amélioration. Et pareil d'impliquer des data scientists sur ces choses là quoi. Okay. Donc en fait le test, toutes les étapes implique tous les membres de l'équipe. Enfin, en tout cas, tous les membres de l'équipe sont au courant de ça. Parfois, on peut aller faire des tests directement sur le terrain avec des producteurs et y aller avec un dev pour que il y ait aussi, ça permet à la fois d'avoir tout le monde qui empathise avec le produit qu'on est en train de développer, et ça permet aussi d'avoir une appréhension du problème qui est avec une autre vision métier, quoi. Ouais, puis une connaissance terrain un peu homogène aussi, d'avoir une idée de qui est l'utilisateur final, au-delà d'avoir une fiche persona et d'avoir réellement quelqu'un qui est en train d'utiliser le produit en face, quoi. Nous, de toute manière, on est obligé d'avoir en tête la diversité de nos utilisateurs, parce que c'est les agriculteurs, voire les producteurs, on a des brasseurs, on a aussi des maraîchers, on a des gens qui font de l'élevage. T'imagines bien que là, la chose en commun, c'est qu'ils produisent de la bouffe, mais leurs problématiques et leurs besoins vont être complètement différents, quoi. Du coup, vous n'avez pas de personnage, j'imagine, vous n'avez pas quelque chose qui se rapproche de ça? Si, on essaie quand même. Mais je veux dire, ça pourrait être typiquement le cas où il y a tellement de diversité où on se dit non, ça vaut pas le coup d'en faire. Si, ça vaut toujours le coup d'en faire. En fait, même si y a une grande diversité, il y a quand même des personnages, il y a quand même des problématiques qui sont communes aux maraîchers, par exemple, ou des problématiques qui sont communes aux gens qui font des produits d'épicerie, du miel, de la bière, etc. Et donc, il y a des choses qui se retrouvent, il y a des problématiques qui sont communes au fait de livrer des grandes agglomérations ou de livrer des ruches rurales. Donc, on a quand même, en début de projet, on essaye quand même de faire ces personas pour pouvoir raisonner avec ça. Et c'est d'autant plus facile de faire des personas quand on a une connaissance du terrain. Parce que du coup, on sait vraiment qui c'est, quoi. On les a vraiment en tête. Et du coup, c'est quelque chose qui ressemble plus à une grille avec différents critères, différents métiers, puis rural, urbain, ou non, vous avez vraiment une fiche avec un pseudo-profil, une image de quelqu'un qui n'existe pas vraiment mais qui existe quand même? Ouais, on a plutôt ça, on a plutôt une fiche, et surtout en fait, les personas ne sont pas forcément réutilisables d'un projet sur l'autre, parce que finalement, c'est les traits de caractère, entre guillemets, qui nous intéressent pour un projet ne vont pas être les mêmes d'un projet à un autre, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être les mêmes personnes qu'on a en tête, mais on va s'intéresser finalement à différents aspects. Okay. Donc c'est en ça, tu vois, donc la diversité de nos utilisateurs est extrêmement large. Par contre, sur certains projets, finalement, c'est cet aspect-là des utilisateurs qui nous intéresse. Donc on va pouvoir baser ces personas, les différents personas sur toutes les déclinaisons possibles de ce trait-là de personnalité. Je trouve que l'idée d'avoir un data scientist dans le Squid, elle est excellente. Maintenant, ma question autour de ça, c'est est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui arrive avec un jeu de données et qui émet une hypothèse corrélée, qui dit bon voilà, on a regardé les données nous disent à peu près ça, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça ou qu'on aille par là, ou non, c'est plutôt quelqu'un qui vient pour vérifier une hypothèse en disant bon bah voilà, on a tel problème, on pense le résoudre comme ça, oui, mais les données arrivent et disent plutôt l'inverse. Ouais, alors encore une fois, comment on pense les squids, on pense que chaque personne de la squid doit être impliquée dès le début dans le projet. Donc il y a les tâches que chacun doit faire. Moi je dois coordonner le projet, les développeurs doivent développer, les designers doivent faire des wireframes, et les data scientists doivent écrire des requêtes, etc. Néanmoins, l'implication en amont de chaque chose permet d'ouvrir la possibilité des solutions, de mieux creuser les problèmes, etc. Un data scientist qui est appliqué dès la détection du problème dans un projet, il va pouvoir proposer une manière différente de répondre à ça. Donc ça peut être en termes
d'analyse de données, il va dire je pense que ça pourrait être intéressant d'étudier cette donnée-là et cette donnée-là, mais ça peut être aussi dans la solution. En fait, comme par exemple, on parle vachement de machine learning en ce moment dans toutes les startups, etc. À partir du moment où ça peut être quelque chose qui fait peur en tant que PM si t'as pas beaucoup ou en tant que designer si t'as pas beaucoup de connaissances sur ce truc-là. À partir du moment où tu as au sein de l'équipe quelqu'un qui a la compétence pour effectivement inclure du machine learning dans les fonctionnalités, ça sera beaucoup plus évident d'avoir des fonctionnalités qui répondent à ça. Donc les data scientists, ils sont là à la fois dès le début, aussi bien pour l'analyse de l'existant, l'analyse des données, pour le suivi des données quand tu déploies ta fonctionnalité, quand tu veux tester si elle marche, etc. Mais également dans la résolution même du problème, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas dans la résolution même du problème manière d'inclure les datas? Et dans ce cas, il faut quelqu'un qui soit un expert là-dessus, quoi. Okay. Donc c'est exactement le même principe qu'on essaye d'appliquer avec les développeurs et avec designers, etc. Il faut que tout le monde soit au courant de toutes les étapes de l'évolution du produit et pas le cloisonner pour que vraiment on donne la potentialité au produit de se développer le mieux possible, quoi, avec vraiment les compétences de tout le monde. Et au-delà de ça, en fait, au-delà des compétences métiers, finalement, le fait de bien connaître la plateforme, de bien connaître le terrain, de bien connaître le produit, chacun est aussi capable d'apporter des choses qui sont vraiment à la limite de son expertise, quoi. Okay. Et là, le truc d'avoir des data scientists dans l'équipe, moi je trouve que c'est clé, c'est extrêmement enrichissant, ça t'apporte vraiment une manière de penser qui est autre, la manière de... C'est pas du tout la même chose de demander à quelqu'un, voilà, ça serait bien que... Ou de toi faire tes petites queries avec... si on sait un petit peu faire des SQL, on n'a pas du tout la puissance pour extraire la donnée et l'exploiter comme quelqu'un dont c'est le métier, quoi. Donc ça décuple aussi la potentialité d'un produit quand on intègre... un data scientist dedans, quoi. Du coup, aujourd'hui, quand vous essayez de résoudre un problème, à quel moment vous dites non, en fait, là, on fait fausse route, on n'arrivera pas à le résoudre de cette manière-là, ou voilà, quels sont les éléments qui vous font comprendre que ça n'a pas marché, ou c'est après l'implémentation d'une solution qui en fait résout pas vraiment le problème que vous faites marche arrière? Est-ce qu'il y a des signes préalables, enfin a priori ou a posteriori, sur une résolution de problème qui vous font comprendre que en dehors de, on va dire, l'atteinte des objectifs, peut-être? Après, là, tu peux détecter que quelque chose ne va pas à différentes étapes. Nous, il y a quand même, il y a l'étape de définition du problème qui doit être très bien. Nous, alors, dans l'étape de définition du problème, on a quand même les UX researchers qui vont vérifier des hypothèses sur le terrain, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la problématique. Donc c'est un premier moment, en fait, en zone étude terrain, où on peut détecter si on a bien identifié le problème sur lequel on veut travailler, etc. Et si c'est les bonnes hypothèses qu'on fait sur ce truc-là. Ensuite, il y a quand on commence à faire les premiers wireframes, penser les premières solutions, là où on fait généralement des jeux de rôle, ou un moment où on va essayer de se mettre dans la peau de nos personnages pour voir si vraiment on est sur la bonne piste. Ensuite, on va peut-être commencer à faire des wireframes, etc. Sur ça, donc on va les tester entre nous, puis on va les tester. En fait, le truc intéressant aussi à la ruche, c'est qu'il y a beaucoup de responsables de ruche qui sont aussi salariés de la ruche. Et il y a quelques producteurs qui sont aussi salariés de la ruche. Donc on peut tester rapidement en interne aussi pour voir si c'est une fonctionnalité qui sert à quelque chose ou qui sert à rien, ou si c'est facilement compréhensible, ça répond à un vrai besoin, etc. On a une première étape comme ça. Ensuite, avant de passer en développement, généralement, on va aller faire tester les wireframes auprès de nos utilisateurs. Okay. Donc, soit nous, l'équipe, soit nous, la Squid, soit les UX researchers. Et là, on aura encore un retour avant pour pouvoir... En fait, généralement, quand tu es à cette étape-là, c'est que tu vas pas jeter ta fonctionnalité à la poubelle, il y a juste un truc, tu vas découvrir un ou deux trucs bloquants que tu peux corriger avant de le passer en développement. Ensuite, une fois que ça a passé ça, tu développes la fonctionnalité avec le reste de l'équipe. Et on va commencer à faire des premiers tests. Généralement, on a identifié quelques groupes qui sont intéressés pour tester notre fonctionnalité. On fait des premiers tests, on travaille avec eux, on s'appelle un petit peu pour savoir si ça marche bien. On travaille vachement avec les équipes opérationnelles pour ce coup-là. Tu vois, par exemple, je veux faire un test à Toulouse, j'ai travaillé avec l'équipe de la ruche qui est basée à Toulouse, qui est en contact permanent avec les producteurs et les responsables de ruche. Ça me permet d'avoir du feedback. Dès qu'il y a un problème, je le sais. Dès qu'il y a un problème, je peux te dire, j'ai un coup de fil, je le sais, etc. Et donc, en fait, je pense que on peut appeler ça de l'itération, sauf que c'est pas de l'itération seulement sur le design, seulement sur le développement, etc. C'est à chaque étape s'assurer que il y a les bons échanges possibles entre utilisateurs et équipe produit pour développer le produit le meilleur possible. Et une fois que le test il est concluant sur une petite zone, et on va le mettre sur une autre zone pour voir si on arrive à avoir
les meilleures choses. Et une fois qu'on est en test suffisamment de temps, voilà, on peut déployer nationalement et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'on a fait ça juste avant. Et en parallèle de ça, on va évidemment, une fois qu'on a codé et qu'on est en train de tester les fonctionnalités, on va suivre les données d'utilisation, de voir est-ce qu'il y a une page qui n'est pas utilisée du tout, est-ce que ça a l'impact escompté sur les métriques. Okay. Donc c'est ça. Et ensuite, le dernier point, c'est après un temps T, est-ce que finalement on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et finalement, est-ce que ça a eu les effets bénéfiques et escomptés? Ou alors est-ce que ça a eu d'autres effets bénéfiques que ceux qu'on avait identifiés au début? Est-ce qu'il y a des styles d'utilisation, etc. Est-ce que ça a besoin d'être amélioré? Est-ce que c'est... Voilà, bon, c'est un peu comme ça qu'on fait, quoi. Donc si je résume, finalement, à chaque étape, tu réduis un petit peu le risque de jeter tout le travail amont qui a été fait en réduisant un petit peu les risques, en fait. C'est-à-dire qu'on dit, bon, globalement, la solution peut être là, on va essayer de faire ça, et puis au fur et à mesure d'aller vers quelque chose où on s'assure que c'est ça qui va marcher. Ouais, en fait, c'est même pas... ça peut être réduire les risques, ou ça peut être, en fait, t'es dans l'amélioration continue de ton produit, quoi. Okay. Entre le moment où la première solution que tu as pensée, je sais pas si t'as déjà vu comme ça, le premier produit que tu avais, les premiers wireframes que tu avais, ou la première idée que tu avais, tu te dis, ouais, c'est génial, et en fait, c'est vraiment en la confrontant en permanence aux utilisateurs que tu arrives à affiner quelque chose pour que ça soit de mieux en mieux, quoi. Et donc, nous, l'idée, c'est de faire ça en continu, et en fait... il y a des améliorations que tu ne pourras pas comprendre avant qu'elles aient été sur le terrain, même si tu as fait plein de tests utilisateurs avant, quoi. Donc il faut comprendre qu'en fait, ces allers-retours utilisateurs-produits sont nécessaires à chaque étape parce que à chaque étape, tu vas détecter, c'est pas les mêmes choses que tu détectes. Et déjà, sur un an d'expérience sur ce poste-là, du coup, tu as vu beaucoup de choses aller sur le marché, revenir et puis être améliorées au fur et à mesure? Non. En fait, il y a une fonctionnalité vraiment que je suis, etc., qui est assez grande, etc. Mais j'ai vu ce processus. En fait, j'ai pas vu encore de trucs retirés. Ouais. J'ai pas vu encore peut-être des mini-features, quoi. Mais en fait, c'est peut-être pas la même manière de fonctionner si c'est un mini truc que tu dois faire. Tu vois, il y a un truc, globalement, tu es à peu près sur à 98% qui a besoin de cette amélioration-là sur le site. Et un truc que tu peux déployer rapidement et retirer rapidement de la prod, que quelque chose qui demande vraiment une réflexion et qui demande l'élaboration d'une fonctionnalité, parce que c'est pas juste un fixe à faire sur le site, mais vraiment un outil nouveau à développer, quoi. Mais non, moi j'ai pas vu de trucs qu'on a retirés, vraiment. Ok. Et du coup, alors tu nous en as déjà donné une bonne vision, mais si tu devais résumer en quelques mots ce que c'est pour toi que le métier de product manager, comment tu le décrirais? Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est assez marrant parce que, comme je te disais, à la ruche, le design c'est quelque chose d'hyper important. Enfin, l'approche design c'est quelque chose d'important. Et à chaque fois, moi, comme je bossais pas le moins binôme avec Yumiko, qui est la designeuse de Masquid, et on s'interroge toujours sur qu'est-ce que c'est la différence entre product manager et designer. Donc, moi, j'ai lu beaucoup, hein, finalement. Tu sais, c'est un métier nouveau, personne ne sait trop le faire, donc t'es obligé de lire. Tu lis sur Medium. C'est tout l'objet des vidéos. Ouais, tu lis des nains, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, et je pense qu'on est pas mal à vouloir essayer de comprendre comment mieux faire notre métier. Donc, alors moi, j'ai lu beaucoup que product manager, c'est l'intersection entre le business, le développement, le designer, etc. Et en fait, j'aime pas trop cette approche parce que ça donne l'impression que finalement, le cœur d'une équipe produit, c'est le product manager, et que les autres sont des espèces de satellites qui bougent autour de lui. Moi, j'aime bien vraiment me dire que moi, j'ai un rôle de coordination. Et peut-être, c'est vraiment ça, c'est un rôle de coordination et de faire le lien dans l'équipe, etc. Mais que finalement, le produit il est vraiment développé par toutes les personnes de l'équipe, quoi. C'est pas moi, un matin, je me lève et me dire ça c'est une bonne idée, etc., quoi. En fait, on est tous en train de réfléchir, et c'est incroyable, hein, il y a vraiment tout le monde réfléchit à comment faire pour améliorer le produit, et je crois que c'est vraiment ça l'idée de la Squid. Donc, je dirais que. Pour moi, le product manager, c'est quelqu'un qui est garant de la bonne coordination d'une équipe produit, quoi. Okay. Et qu'il doit vraiment intégrer la perspective design, la perspective business, la perspective développement, la perspective stratégique. Nous, on travaille quand même de manière assez proche avec les équipes stratégiques à la ruche, parce que finalement, la vision produit en découle. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il faut aussi qu'ils soient capables d'intégrer aussi tous les besoins des autres BU, quoi, des opérationnels, etc., etc. Et je pense que, par contre, un des vrais rôles, ça c'est vraiment pour la création et le développement des solutions. Par contre, un des vrais rôles du product manager, c'est d'évangéliser le produit, c'est
c'est de faire la communication, auprès de voilà, des autres équipes en interne, mais également auprès du réseau et des utilisateurs, c'est d'accompagner le déploiement, c'est de mettre en place les stratégies de déploiement, c'est de faire le suivi du déploiement, c'est d'aller sur le terrain, c'est de comprendre ça. En fait, voilà, pour moi, c'est vraiment de la coordination, quoi. Ok, c'est super clair. Et du coup, en termes de, on parle de plus en plus de savoir-être dans les entreprises, de choses comme ça. En termes de qualité humaine, qu'est-ce qu'il faut avoir principalement à ton avis? De l'écoute, de la patience, avoir des compétences politiques, qu'est-ce qui est clé? Je pense que ça va vachement dépendre en fait d'avec qui tu bosses et de comment ça marche dans ta boîte, quoi. Nous, on est quand même dans un espèce de process de donner beaucoup de transparence à tout le monde, de donner de l'autonomie, de laisser les gens s'impliquer aussi dans les différentes décisions. Donc, je crois qu'à la ruche, c'est important de savoir donner de la transparence et de savoir écouter tout le monde et de savoir impliquer tout le monde dans l'équipe. Moi, je dirais que c'est ça. Un des gros challenges du product manager, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit impliqué dans l'équipe. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment la responsabilité du product manager ou c'est la responsabilité de l'équipe en entier, quoi. Et une équipe qui est bien autonomisée et qui est bien empowerée, tout le monde va être en charge de ça, d'être garant de l'implication de tout le monde, de la bonne entente, qu'on avance sur le travail, qu'il n'y ait pas qu'on puisse discuter sans pour autant perdre du temps, etc. Donc je crois que c'est savoir... en fait, je crois que c'est des qualités des coordinations de projet, quoi. Il faut savoir parler avec les différentes personnes, il faut savoir parler le langage des différentes personnes, ou plutôt comprendre le langage des différentes personnes. Et il faut savoir... il faut être un... Moi, ça, c'est pas du savoir-être. J'allais dire, il faut être organisé, mais... Voilà, ça, au sein de l'équipe, c'est ça. Après, je pense qu'il faut vraiment savoir aussi convaincre les gens en tout cas, arriver à partager ta vision produit. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Arriver à faire comprendre qu'est-ce que c'est l'intérêt du produit que tu développes, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont hyper évidentes, et il y a des fois, c'est complexe, quoi, c'est subtil ce que ça peut apporter comme bénéfice. Et voilà, je crois qu'il y a un vrai truc de communication avec différents interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe, quoi. Parce qu'après, il faut aussi arriver à parler avec les gens du terrain, rien que pour comprendre ce qu'ils veulent, rien que pour leur expliquer ce que tu es en train de faire, etc. Bon, ok, c'est super clair. Et du coup, donc t'en parlais un petit peu plus tôt, tu disais, voilà, j'ai lu pas mal de choses, notamment sur Medium, etc., au sujet du métier. Est-ce que, pour les gens qui regardent les vidéos, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner en termes de bibliographie, de vidéos, de choses que tu as découvert et qui t'ont donné un autre regard sur les métiers produits? Ouais, alors, il y a pas mal de trucs. À chaque fois qu'il y a un truc sur Medium, en fait, on est tous les product managers de la ruche, on est tous un petit peu à fond comme ça sur tout ce qui est la curation PM, donc tous les articles sont postés. Donc sur Medium, il y a énormément de choses. Il y a des blogs qu'on suit. Alors, il y a Bring the Donut. D'accord. Il y a Mind the Gap, c'est peut-être ça. C'est ça? Ça te dit quelque chose ou je dis n'importe quoi? Mind the Product. Mind the Product. Ouais, c'est ça. C'est un truc à Londres, c'est ça, c'est un truc anglais un peu. C'est à Londres, c'est une communauté, etc. Ouais, eux ils postent à chaque fois tous les articles que j'ai lus sont hyper bien. Et nous, comme je te dis, en fait, notre SPO il est UX à la base, donc on a aussi beaucoup d'approches design qui nous nourrissent. Et en fait, c'est assez marrant. En fait, quand tu commences à apprendre ton métier de product manager, tu vas lire que des articles qui sont écrits depuis le point de vue du product manager, et tu vas vraiment avoir l'impression que le product manager c'est le centre du produit, c'est le cœur de la mission. Et ensuite, tu vas commencer à lire des trucs qui sont écrits par des designers. Et tu vas trop comprendre tu vois qu'eux ils ont l'impression que c'est le designer qui est au centre du produit, etc. Et je suis sûre que les quelques articles de dev que j'ai lus là-dessus, c'est pareil, tu vois, on se rend compte que chacun, tu vois que c'est hyper intéressant aussi de voir l'approche des autres. Donc moi j'ai lu pas mal de trucs aussi sur de design, de blog design, sur InVision, etc. Je pense que c'est hyper important pour un product manager de comprendre l'approche design. Okay. Comme vidéo, qui semble très importante chez les PM à la ruche, il y a une explication sur ce que c'est le jobs to be done pour avoir la bonne approche, pour bien penser en termes de quel est le problème à résoudre et non pas qu'est-ce que c'est la solution que me demande cet utilisateur. Donc mais ouais, moi je recommanderais faire toute la bibliographie basique du product manager pour bien comprendre les choses. Moi j'apprends toujours des choses sur comment c'est la meilleure chose à faire pour structurer
structurer une roadmap, comment je fais, qu'est-ce que doit être le rôle des données dans le produit, etc. Mais en fait, c'est hyper important de comprendre avec qui on bosse, quoi. C'est hyper important de comprendre ce que c'est l'approche design, de comprendre ce que c'est l'approche des devs. Donc en fait, c'est ça qui est vraiment enrichissant, quoi. plus tu auras une compréhension globale du contexte, que ça soit dans les métiers internes à ta propre équipe, mais aussi les métiers autour de ton équipe et les différents métiers des différents types d'utilisateurs, que ce soit les producteurs, les membres, les directeurs de ruche. En fait, plus tu as une compréhension exhaustive de l'environnement dans lequel tu es amené à tomber amoureuse des problèmes de ces gens-là, en gros, plus tu seras, on va dire, efficace dans ton travail. Ouais, après, il y a deux choses différentes. Il y en a une, là, tout ce que je cherche sur le product manager, les designers UX, c'est vraiment pour comprendre comment je dois faire mon métier. Et tout ce que je fais, attends, il n'y a pas de souci. 5 minutes, je suis et tout ce que je fais, un truc sur le terrain, etc., pour comprendre les différents métiers, là, c'est vraiment pour nourrir le produit. Donc, c'est deux choses différentes que j'apprends. Mais en fait, je crois qu'on a besoin de ça ouais, pour le faire bien, quoi. Bon, bah super. Écoute, j'ai l'impression qu'on va pas te prendre plus de temps que ça. Ah ouais, t'as vu, les salles sont chères ici. C'est très bien et c'est une bonne chose. C'est un vrai bon problème pour le coup. Un dernier mot peut-être. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou d'inviter les gens à faire quelque chose par rapport à la ruche qui dit oui ou par rapport au métier produit en général? Ouais, moi ça m'intéresse. Ouais, moi, j'ai regardé la première vidéo de Simon. Ça m'intéresse toujours de voir comment les autres font pour répondre aux problématiques produits. Et je crois que c'est assez intéressant de voir que finalement la structuration des équipes produits, le travail, comment les méthodologies du product manager vont vachement s'adapter aussi à dans quelle startup tu bosses, enfin pas forcément une startup, dans quelle boîte tu bosses, et puis quels sont tes utilisateurs, et puis quelles sont les personnes avec qui tu bosses. Et je sais pas, ça m'intéresserait de savoir s'il y a d'autres boîtes qui essayent vraiment d'avoir des équipes comme ça autonomes, où tout le monde est hyper empoweré pour participer à l'élaboration des fonctionnalités. Ça, je crois que ça. Bah écoute, c'est tout l'objet des vidéos. Je crois qu'il va y en avoir de plus en plus. On a de plus en plus de, entre guillemets, de belles boîtes dans les 50 personnes qui sont motivées pour faire ces interviews. On a des petites structures, des structures un peu plus grosses et des très grosses boîtes. Donc j'espère qu'on va avoir un panel assez varié et mix de tout ça. Et puis voilà. Julien, oui, vas-y, dis-moi. Ouais, donc ça fait pas longtemps, en fait, ça fait 1 an que je suis product manager, donc j'ai appris, on apprend sur le tas, on apprend en faisant et on apprend en lisant et en s'inspirant des autres. Donc voilà, tout ce que j'ai dit n'engage que moi. Ça se trouve, les autres PM de la ruche peuvent avoir d'autres méthodologies et d'autres visions sur ce que c'est le travail de PM. Donc si j'ai dit des trucs qui sont complètement faux ou si j'ai dit des trucs qui sont complètement aberrants, voilà. Eh ben, on les invite à rajouter leurs commentaires en dessous de ta vidéo. Comme ça, ils pourront émettre tous leurs points de vue et les écarts qu'il pourrait y avoir. Ouais, si vous avez des avis, si vous avez des manières de fonctionnalité qui sont similaires ou complètement opposées, moi je trouve ça toujours intéressant, quoi. Comme c'est écrit un petit peu dans le footer de productpeople.io, les points de vue exprimés sur ce site ne sont que des points de vue. En aucun cas on fait du dogmatisme et des choses, on va dire, d'intégristes du produit, mais on essaie justement d'ouvrir et puis d'ouvrir le débat autour de comment faire et comment faire le mieux possible sans parler de bien faire. Oui, puis je crois aussi qu'il y a un truc, finalement les techniques de travail que tu mets en place, elles correspondent aussi à un besoin à un moment T, tu vois. Ça fait peu de temps qu'on est en squid, mais c'est aussi parce que peut-être que avant notre organisation n'était pas prête pour pouvoir travailler de cette manière, quoi. Et donc ça se trouve, en ce moment on parle beaucoup de l'organisation à la Spotify, mais peut-être que dans 2 ans finalement, je sais pas, les startups auront d'autres besoins, on se rendra compte que on n'a pas besoin de cette organisation-là, on a besoin de plus d'une organisation comme ça, que les techniques du product, le rôle du product manager il va peut-être évoluer d'un point à un autre, etc. Donc il faut effectivement chaque chose peut être dite dépend vraiment du contexte de la boîte dans laquelle tu es, mais également du moment, quoi. Et peut-être qu'on verra Spotify qui repassera dans une coordination hyper hiérarchique du travail. Si on peut faire une vidéo avec eux, ça serait super. Julia, je te remercie beaucoup, c'était super. Merci à toi. Merci pour ton temps, et puis bah écoute, à bientôt. À bientôt, ouais. Salut. Au revoir. Eh ben...